Je suis bien sûr très heureuse de vous accueillir tous ici. Je vais peut-être vous dire très vite quelques mots sur BPI France pour ceux qui ne connaissent pas. L'Afrique est notre zone prioritaire et donc l'Afrique, c'est l'Afrique subsaharienne et l'Afrique du Nord. Donc on a tout un tas d'outils pour accompagner les entreprises françaises en Afrique du Nord, des outils de prêt, des outils de fonds propres, mais on investit aussi en Afrique du Nord puisqu'on est souscripteur de plusieurs fonds qui investissent en Égypte, au Maroc, en Tunisie et en Algérie. Et cette année, on a aussi lancé avec la Caisse des dépôts tunisienne et nos amis d'Afrique-Invest et de Ciparex, le fonds de colocalisation franco-tunisien. Notre objectif en faisant ça, c'est de créer en fait un grand réseau de partenaires, de très belles entreprises, de sociétés de gestion performantes qu'on peut connecter avec les entreprises françaises, parce qu'on est persuadé qu'il y a plein de choses à faire entre le sud de la Méditerranée et la France. Et j'espère que la matinée d'aujourd'hui va contribuer justement à mieux nous connaître et à renforcer ces liens et développer les business entre nos entreprises. Et je vais laisser la parole à Jean-Louis, un de nos partenaires. Pardon, j'oublie de remercier. On fait ces matinées en partenariat avec IPMED et La Tribune. Et je les remercie de s'être associés à nous pour organiser ces matinées. Voilà. Isabelle, merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, chers amis, merci d'être venus. Je vois un parterre de ministres. Je voudrais vous dire deux choses, très rapidement, en introduction. Le sens de ces petits déjeuners, ce qu'on veut qu'ils soient, et deuxièmement, le thème de ce matin. Nous voudrions que ces petits déjeuners qu'on avait commencé à la Closerie des Lilas, des petits déjeuners sur la Méditerranée. Nous voulons positiver la Méditerranée et demain l'Afrique. Montrer qu'au-delà du Burkini, du Burkina, au-delà de toutes ces choses-là, il y a des forces très importantes à l'œuvre. Il y a une panne du politique, mais le capital est à l'œuvre. Les hommes d'entreprise sont au boulot et ils vont transformer radicalement les relations entre le Nord et le Sud. Donc, ces petits déjeuners, nous voulons qu'ils soient très originaux dans le style. Pas de langue de bois. Vision positive, vision prospective, anticiper l'avenir. Nous voulons aussi développer des idées nouvelles. Aujourd'hui, vous devriez sortir avec une idée qui pour moi est énorme. On va en débattre ce matin, c'est le retour de la proximité géographique. La mondialisation nous a laissé croire qu'on pouvait faire tout, n'importe où, avec n'importe qui. Or maintenant, c'est la proximité. 1000, 2000, 3000 kilomètres, 4000 kilomètres. L'espace se rétrécit. Nous voulons aussi, à travers ces déjeuners, défendre l'intérêt général. C'est-à-dire, nous ne sommes pas financés par une ville, une région, un lobby. Nous sommes indépendants. Nous disons la vérité. Et nous voulons construire sur la vérité. Et donc l'indépendance. À ce sujet, je vous remercie. Et vraiment, je ne le ferai jamais assez. Vous connaissez mes orientations politiques. Elles sont les mêmes que celles de ma femme. Mais je ne cesse de dire que les hommes d'entreprise, la plupart, peut-être pas tous, mais une grande majorité, sont des hommes de très grande qualité. Et ils anticipent l'avenir. Et je les remercie parce qu'ils nous financent, mais ils nous laissent une entière liberté de réflexion. Ils ne nous financent pas pour dire du bien d'eux, non, mais pour dire la vérité. Et l'intérêt général. J'en arrive au sujet. Donc voilà, terminé sur le premier point, nous aimerions que ces petits déjeuners soient les plus riches de tous les déjeuners qui se passent à Paris. Si dans un an, nous n'avons pas réussi à vous séduire, c'est que nous aurons échoué. Et nous allons nous y mettre tous, avec BPI, avec La Tribune et avec votre présence. Le sujet d'aujourd'hui. Le sujet d'aujourd'hui, vous avez vu le texte, c'est l'industrialisation du nord de l'Afrique
de l'Égypte au Maroc. Bizarre. Au moment où il se passe des événements à court terme, oser parler d'industrialisation, oui. Nous allons vous le démontrer. Ce qui était une conviction il y a quelque temps, c'est maintenant une démonstration. Démonstration avec les meilleurs économiques. Patrick Artus, le CEPI, etc. Tous nous disent la chose suivante. Tous, attention. Depuis la crise de 2008, le commerce international a changé complètement de nature. C'est de la coproduction. Les chaînes de valeur se contractent. C'est fini d'aller n'importe où pour des raisons de qualité, de surveillance des produits. Les chaînes de valeur se contractent. Et puis au sud, eh bien vous allez le voir à travers un tableau. C'est fini le Maghreb des babouches et des tagines. Non, il n'y a que les imbéciles qui y croient encore. Le sud de la Méditerranée est en train de s'industrialiser avec des ingénieurs de qualité, une population formée, de l'énergie pas chère. Vous allez voir ces courbes, les exportations, mis à part 2-3 pays qui sont toujours exportateurs de pétrole et qui doivent nécessairement modifier leur stratégie industrielle. Et donc la conjonction entre le Nord qui contracte les chaînes de valeur et le Sud qui s'industrialise, chers amis, il y a un deal à faire, c'est l'industrialisation de l'Égypte au Maroc, alors que l'Europe a tendance à se tertiariser. Industrialisons le Sud, faisons de la coproduction dans l'intérêt des deux parties. Pour débattre de ce sujet, je laisse la parole à notre ami et chroniqueur Alfred Mignot. Merci Jean-Louis. Bonjour à tous, moi aussi je suis très heureux de me trouver avec vous ce matin. Et avant tout, je voudrais vous présenter les excuses de Jean-Christophe Tortora, notre président à la tribune. Il se faisait une joie d'être parmi nous, mais il a une réunion d'actionnaires très importante qui est arrivée tardivement, donc il n'a pas pu la déprogrammer. À sa place, donc, je vais vous dire un mot sur la tribune à l'Afrique. Notre présence ici aujourd'hui n'est pas circonstancielle, ce n'est pas juste un peu de partenariat média. Notre présence témoigne de l'engagement de la tribune en Afrique, à tel point que dans moins de 15 jours maintenant, nous ouvrons depuis Rabat la tribune Afrique, le site, et aussi chaque mois nous publierons un numéro spécial papier sur le format de l'hebdomadaire que vous connaissez à Paris. Donc la tribune Afrique, c'est une longue histoire qui commence, et je me permettrai de contredire Jean-Louis. Dans un an, nous serons toujours là pour faire mieux, dans 2 ans aussi, et dans 3 ans, etc. En tout cas, la jeune génération. Moi, je serai peut-être retraité à Marrakech, allez savoir. Bien, je vais vous présenter rapidement les panélistes. Michel Gonnet, qui est notre expert, et puis je vous demande de venir que tout le monde vous voit, qui est notre expert, Michel Gonnet, qui est ancien directeur général adjoint de la Caisse des dépôts, et maintenant président fondateur d'une société conseil, Eudoxia, et qui est l'auteur ou le co-auteur de plusieurs écrits et travaux sur le thème de la coproduction, notamment avec le Maghreb, l'Afrique du Nord. Ensuite, nous avons le grand bonheur de recevoir Monsieur le ministre Moulay Hafid El Alami. Je vous prie, si vous voulez venir. Je vous assure que nous allons vous écouter, Monsieur le ministre, avec une très grande attention, et pour au moins 2 raisons. D'abord parce que le Maroc est à l'évidence le champion régional de l'industrialisation accélérée et de la coproduction. Quand même l'automobile avec Renault, l'aéronautique avec Safran depuis 15 ans, enfin Boeing que vous allez accueillir maintenant. Donc c'est quand même un témoignage très intéressant. La deuxième raison, c'est que vous êtes entrepreneur. Avant d'être ministre, je vous ai connu patron des patrons. Vous avez créé le groupe Saham, qui veut dire, je crois, la flèche, donc déjà à l'accélération, et qui est un groupe prospère, l'un des plus grands du Maroc. Et vous êtes présent dans une vingtaine de pays, dont une quinzaine en Afrique. Et vous œuvrez dans l'assurance, la santé, l'offshoring. Donc vous êtes à double titre exemplaire pour notre débat d'aujourd'hui.
Ensuite, j'appelle M. Mounir Abdelnour, que je ne connais pas. Ah voilà, il est là. Qui est l'ancien ministre, encore une personnalité éminente, puisque vous êtes l'ancien ministre égyptien de l'industrie et du commerce. Dans le papier que vous avez eu la gentillesse de m'adresser, qui sera en ligne dans les tout prochains jours sur la tribune.fr, vous avez noté 6 conditions préalables pour cette accélération industrielle, et vous nous en parlerez, je pense, ainsi que d'autres choses, par exemple la stratégie 2030 de l'Égypte, si vous voulez bien. Et j'appelle maintenant M. Mohamed Rouis, qui est le directeur général de Léonie en Tunisie. Léonie, comme son nom ne le dit pas, est une entreprise allemande de câblage, c'est ça. Et en Tunisie, elle emploie des milliers de personnes que vous dirigez. Et donc, M. Rouis va nous expliquer comment fonctionne la coproduction à la manière allemande. Et c'est très important parce que la coproduction, l'Allemagne est un champion avec les pays de l'Est européen, mais aussi avec la Tunisie. Voilà, donc, Michel Gonnet, s'il vous plaît, vous allez prolonger le propos introductif de Jean-Louis sur donc, cette question, tout ce que vous avez appris, en fait la démonstration de la pertinence de l'approche de la coproduction. Merci. Merci beaucoup. J'espère que vous m'entendez. Oui, très bien. Donc il me revient d'introduire le débat. Alors effectivement, comme Jean-Louis Guigou l'a souligné, le rôle d'IPMED, c'est non pas de prendre en compte la réalité du quotidien, et notamment les difficultés qui peuvent survenir à l'heure actuelle dans les pays du Sud, mais de bien détecter les tendances lourdes qui nous font penser que l'industrialisation du nord de l'Afrique, non seulement c'est souhaitable, mais c'est également possible et c'est tout à fait nécessaire, comme l'ensemble des participants ici va vous le démontrer. Alors, le premier point, effectivement, c'est la coproduction. On voit bien qu'il y a différents modes de fabrication. Je veux dire, les délocalisations, c'était rechercher le coût le plus bas possible dans les pays les plus lointains possibles, et puis au bout de 2-3 ans, quand les coûts de la main-d'œuvre augmentent, aller dans un autre pays. C'est un mode de production qui existe toujours, donc on ne peut pas dire qu'il a complètement disparu. Mais c'est vrai que, comme Jean-Louis Guigou l'a dit, il y a quand même une tendance lourde qui permet à constater, à savoir qu'il y a un nouveau mode de production qui devient de plus en plus fort, avec effectivement la constitution d'ensembles régionaux, avec plus de proximité, plus de réactivité, plus de réduction des coûts, notamment réduction des coûts de transport, et avec un partage surtout, c'est ça le plus important, un partage de la valeur ajoutée qui est équilibré entre le pays investisseur et le pays qui reçoit l'investissement. Il ne s'agit pas de mettre dans les pays du sud de la Méditerranée ce qui relève de la plus basse technologie, mais au contraire de faire un partage équilibré et faire en sorte que globalement, dans la chaîne de production, eh bien, il y ait un avantage compétitif par rapport aux autres régions mondiales, par rapport à l'Asie, par rapport à l'Amérique. Et je crois que c'est ça que l'Europe doit faire avec le nord de l'Afrique. Et donc, la coproduction, c'est un outil encore à promouvoir, même s'il existe effectivement. Il existe en Asie, d'abord le Japon, puis ensuite la Corée, qui sont allés en Chine. Ensuite, la Chine et le Japon et la Corée qui vont en Asie du Sud-Est. Les États-Unis au Canada, en Mexique, et puis maintenant en Amérique latine. Et donc, l'Europe a son sud, qui est donc le nord de l'Afrique, et derrière le sud de la Méditerranée, naturellement, il y a aussi tout le continent africain qui est un réservoir de main-d'œuvre et un réservoir de croissance absolument extraordinaire pour l'ensemble des entreprises européennes. Donc la coproduction, vous avez le schéma derrière vous, et donc ce schéma, je pense, est assez illustratif, et il n'est pas nécessaire que je le commente, mais la coproduction, c'est un phénomène qui doit permettre justement d'aller plus avant dans l'industrialisation du nord de l'Afrique. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, tout de même, insister là-dessus brièvement, c'est que les tendances lourdes des économies des pays du nord de l'Afrique sont positives.
Elles sont positives d'abord par la démographie. C'est un marché de plus de 180 millions d'habitants, avec une population jeune, bon certes, elle vieillit, mais qui reste jeune, avec une main-d'œuvre pas toujours bien formée, il faut le reconnaître, mais comme le disent les industriels, très adaptables. On le voit avec la création des centres de formation, notamment au Maroc, à Tangemed. C'est assez illustratif de la façon où ces jeunes ont été formés, sont maintenant très, très productifs et très compétitifs. Il y a également un marché de consommateurs très important. Je rappelle que d'ici 2030, les classes moyennes vont augmenter dans cette zone de plus de 144%. C'est donc le deuxième taux d'augmentation après l'Asie du Sud-Est. Et donc, au-delà de ce marché, il y a également une réserve de croissance qui est très forte. Alors effectivement, dans les pays du Sud, je rappelle que pour atteindre la création d'emplois, je rappelle qu'il y a beaucoup de chômage, notamment parmi les jeunes, plus de 20% des diplômés qui sont chômeurs dans la plupart de ces pays. Et donc, il faut atteindre 5% de taux de croissance. Mais par rapport au taux de croissance que nous connaissons en Europe, je rappelle qu'en France, on oscille entre 1,2 et 1,5. L'ensemble de ces pays, si on regarde sur une statistique de 10 ans, 15 ans, en tendance lourde, ont une croissance au minimum de 3% et parfois, comme le Maroc, atteignent plus de 5%. Donc ça, je crois que c'est un élément qui est extrêmement important et à prendre en compte pour un investisseur. Le troisième point, ce sont aussi les avantages comparatifs de cette zone. D'abord, pour industrialiser, il faut l'énergie. L'énergie a un coût et donc il y a une production locale. Alors bien sûr, on pense toujours aux hydrocarbures, à l'Algérie, à la Libye, dans une moindre mesure à l'Égypte. Mais il faut penser également à l'effort considérable qui a été fait, et notamment au Maroc, sur les énergies renouvelables, avec le potentiel de croissance très fort dans ces secteurs, que ce soit le secteur éolien, le secteur solaire, le secteur hydraulique. Et donc cette production d'énergie est de nature à attirer des investisseurs pour produire sur place. Le deuxième point, mais ça Jean-Louis l'a dit, c'est vrai que dans les exportations de tous ces pays du Sud, plus de 40% sont le fait de produits manufacturés. Donc l'industrialisation est déjà un fait. Maintenant, pour aller vers des produits à plus forte valeur ajoutée, plus sophistiqués, chimie, pharmacie, électronique, on s'aperçoit que ça progresse, mais ça reste encore à un niveau relativement bas, entre 5 et 8% des exportations de chacun des pays. C'est là où il faut effectivement porter l'effort. C'est la constitution de filière aéronautique, filière automobile, filière énergie renouvelable, tous ces éléments qui commencent à se constituer et qui doivent être évidemment approfondis. C'est enfin la constitution de hubs, notamment de hubs pour l'Afrique. C'est le canal de Suez pour l'Égypte, c'est Tangemed pour le Maroc. Qui sait que maintenant, pour le Maroc, plus de 50% des investissements marocains ne vont plus vers l'Europe mais vont vers l'Afrique. Et quand on voit les grandes banques marocaines, comme Attijari, comme la BMCE, comme BCP, qui sont maintenant parmi les principales banques africaines du continent. Le troisième point sur lequel je voulais insister, c'est évidemment une politique plus volontariste de l'Europe, qui est absolument nécessaire. Alors l'Europe a été parfois absente, il y a eu des allers-retours sur l'intérêt politique et géostratégique d'aller vers le sud de la Méditerranée. On voit avec peut-être l'annonce du plan Juncker qu'il y a peut-être une relance de l'investissement possible avec une garantie par la Commission européenne de ces investissements. Alors je suis encore prudent, mais on regarde ça évidemment à IPMED avec une grande attention. On pense, pour être pragmatique, que la politique du voisinage n'est pas suffisante, que même dans une certaine mesure, si on regarde sur les 10 dernières années, c'était plutôt un échec, mais il y a des mécanismes qui existent, essayons de les utiliser avant d'inventer peut-être des éléments nouveaux, mais c'est clair qu'à terme, l'idée que nous avons à IPMED, c'est que l'Europe doit redéfinir ses relations avec les pays du sud de la Méditerranée et qu'on doit avoir une politique d'intégration qui soit effectivement beaucoup plus forte. Alors il y a aussi un élément important, c'est que les pays du Sud doivent prendre leur destin en main. Et c'est vrai que pour attirer des investisseurs, il faut un cadre juridique stable, clair, comme on dit à l'OCDE notamment. Et c'est vrai que bon, c'est un rêve d'IPMED, je sais que c'est un rêve aussi des pays du Sud. Il faudrait plus d'intégration régionale. On sait que s'il y avait une intégration plus forte
entre l'Égypte, le Maroc, la Tunisie, l'Algérie, c'est 2 points de croissance de PNB supplémentaires. Et donc c'est vrai que pour un investisseur, plutôt qu'une approche par pays, une approche régionale est beaucoup plus incitative à venir et à s'ancrer dans le paysage. Enfin, dernier point, sans entrer dans le détail, puisque je pense que j'aurai l'occasion d'y revenir. Donc IPMED, pour favoriser l'industrialisation du nord de l'Afrique, et depuis plusieurs années, a lancé un certain nombre de propositions. D'abord, effectivement, pour développer cette zone, il faut développer les infrastructures. Développer les infrastructures, c'est promouvoir le partenariat public-privé. La plupart des pays du sud de la Méditerranée ont maintenant une législation. Le Maroc depuis un certain temps, la Tunisie et l'Égypte plus récemment. Il y a aussi la sécurisation des investissements. Donc IPMED avait fait un certain nombre de propositions là-dessus. Il y a l'ensemble de constitution de réseaux de PME du nord et du sud de la Méditerranée, puisque quand on parle d'investissement, ce sont des entreprises européennes qui doivent investir dans les pays du nord de l'Afrique, mais ce sont aussi des entreprises du nord de l'Afrique qui peuvent et qui investissent déjà en Europe. Et puis il y a évidemment les entreprises du Sud qui investissent dans d'autres entreprises du Sud. Donc créer des réseaux, développer les relations d'affaires, la compréhension mutuelle pour permettre justement ces investissements croisés. Enfin, il y a la constitution, l'identification des secteurs à développer, la constitution des filières, la nécessité de créer des clusters, à la fois des clusters régionaux, mais des clusters qui englobent les pays du Nord et les pays du Sud. Et d'ailleurs, la BPI, comme Isabelle Engelbert l'a dit tout à l'heure, est un des promoteurs de cette stratégie de filière, de cette stratégie de cluster. Et au-delà de cela, c'est créer en fait un ensemble de capital investissement pour participer à la fois à la création d'entreprises, mais également au développement des entreprises existantes. Mais je n'entre pas dans le détail, j'aurai sûrement peut-être le temps de revenir là-dessus. Voici en introduction ce que l'on peut dire sur le concept d'industrialisation du nord de l'Afrique. Monsieur le ministre, je vous en prie. Merci Jean-Louis pour cette invitation. Je suis ravi d'être là et ravi d'écouter tout ce que j'ai pu écouter déjà à date. Je crois que nous avons un changement important qui s'est opéré ces dernières années, où nous parlons aujourd'hui de co-développement, de regarder le pourtour méditerranéen, de regarder le sud de la Méditerranée. Alors moi je vais vous parler modestement de la position du Maroc. Nous avons vécu ensemble des démarches assez complexes qui se sont, Dieu merci, améliorées. Nous avons eu un espèce de rejet fort de ce qui a été appelé la délocalisation. Il ne faut pas avoir peur des mots, parce que nous avons voulu à un moment donné tourner le dos à la mondialisation, ce qui est légèrement, à mon sens, difficile. On ne peut pas faire un choix et son contraire et en même temps, c'est parfois difficile. Donc on a décidé tous ensemble de rentrer dans une mondialisation, mais chacun de nous souhaitait une mondialisation qui était exclusivement à son profit. Vous avez bien compris que très rapidement on est arrivé à une situation de blocage parce qu'il faut bien que dans des opérations il y ait un gagnant et un perdant, et puis un perdant et un gagnant, et que sigma de tout ça puisse créer de la valeur à chacun des maillons participant à cette mondialisation. Mais bon, nous sommes passés par ces étapes. Ça a été douloureux. J'étais en effet président du patronat et j'ai eu à faire quelques visites pour rencontrer les ministres d'antan qui avaient fait un espèce de blocage sur la délocalisation. Mais j'ai cru comprendre, enfin j'ai fini par comprendre que les élans politiques et les discours politiques sont parfois au-delà des démarches réelles et opérationnelles. Je me suis laissé dire: laissez-moi faire mon discours politique, le business, faites-le, chacun son rôle. Je ne citerai pas les parents de ces propos. Mais maintenant que je suis passé de l'autre côté de la barrière en tant que ministre, j'ai compris qu'il y avait en effet de la langue de bois, qu'il y avait des discours politiques, souvent creux, mais qui portent et qui, quand ces discours peuvent apporter des voix, c'est encore mieux pour le ministre. Mais revenons aux choses importantes. Je crois que le monde évolue fortement. Et ce pourtour de la Méditerranée a été négligé pendant longtemps. Il y a eu des tentatives qui ont avorté parce qu'il y a eu des levées de boucliers, encore une fois, politiques, parce qu'on a imaginé que la France allait prendre les devants et prendre une avance
sur un certain nombre de pays européens. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai vécu. Et il y a eu des levées de boucliers pour arrêter cette opération qui, pour moi, est importante. Maintenant, je reviens au Maroc. Il n'y a pas pour nous de possibilité de croissance sereine pour le Maroc si dans son continent, il n'y a pas une coémergence. Nous avons besoin pardon. Nous avons besoin de voir le continent évoluer globalement pour pouvoir atteindre des taux de croissance et en tout cas une sérénité, une sécurité nécessaire. Il ne peut pas y avoir d'investissements, ni locaux, ni internationaux, quand la sécurité et la stabilité n'est pas acquise. Qui d'entre nous va aller investir dans un pays quelconque lorsqu'il imagine que les lois ne sont pas stables, que la fiscalité va changer de façon erratique, etc., et que la sécurité de ses employés n'est pas garantie? Alors nous avons besoin de développer une économie au service de ses citoyens permettant cette stabilité. Pour le Maroc, nous avons regardé la situation de notre industrie. Alors pendant des années, nous avons eu des visions, des stratégies, comme tout le monde, et nous avons un peu réussi dans certaines, pas beaucoup dans d'autres, comme tout le monde. Et la question qu'on s'est posée récemment, c'est de dire, fort de cette industrialisation existante, parce qu'il ne faut pas oublier que l'ensemble de ces pays-là, dans un certain nombre de domaines, par exemple le textile et la confection, ont une histoire, le Maroc, la Tunisie et bien d'autres pays du pourtour méditerranéen. Mais entre-temps, la Chine est passée par là. Il y a 15 ans, personne d'entre nous, ni l'Europe, ni les États-Unis, ni l'Afrique, n'était en mesure de faire face à l'aspirateur mondial, industriel, qu'était la Chine. Quand j'étais au patronat, j'ai vu la région de Tanger disparaître au niveau du textile et de la confection en moins de 6 mois. Et à peu près l'équivalent pour la région de Rabat. Et évidemment, en essayant de creuser, toutes ces industries se sont délocalisées en Chine. Bonjour la mondialisation. Alors on a essayé, comme tout le monde, de mettre des barrières, mais comme vous le savez, ça n'a pas beaucoup de résultats sérieux. Alors cette industrialisation aspirée par la Chine a duré une bonne quinzaine d'années. Nous sommes aujourd'hui dans une autre phase importante. Quand j'en ai parlé en avril 2014, je n'étais pas compris. Je l'avais présenté dans le plan stratégique industriel marocain, ni au Maroc, ni à l'étranger. Et je suis ravi d'écouter, de lire aujourd'hui qu'on revient à ce changement stratégique de l'économie chinoise. Il ne faut pas se méprendre, la Chine pilote sa stratégie, ne subit rien du tout. C'est la première usine mondiale, premier producteur au monde, de plus en plus qualitatif. Réveillons-nous, parce que j'entends dire, ici et là, oui, mais vous comprenez, le tournevis chinois, quand vous le tournez 2 fois, il ne marche plus. Je crois que vous avez 20 ans de retard. Aujourd'hui, les produits chinois sont de très grande qualité. L'élément fondamental qui s'est produit, et franchement, parfois de meilleure qualité que ce que nous produisons. Réveillons-nous. Parce que dénigrer, ce n'est pas appréhender, se préparer à affronter une compétition. Donc, la Chine a changé de qualité, de démarche, de stratégie. Et aujourd'hui, la Chine a décidé, elle a décidé de créer une demande intérieure forte, de ne plus être uniquement l'usine du monde, mais d'être le premier consommateur mondial. Et à ce titre, si on regarde la côte Est, les salaires qui étaient il y a 5 ans en Chine à $100 sont aujourd'hui entre 500 et $700. Alors, nous avons rencontré avec le roi du Maroc, lors de sa visite officielle en Chine, le président chinois, qui nous a expliqué la stratégie, qui colle parfaitement avec ce que je vous dis, et qui a été perçue par quelques personnes il y a quelques années. Eh bien, l'orientation, c'est d'aller vers un SMIC de $1 500 horizon 2020. $1 500 horizon 2020. Eh bien, à ce titre, vous avez un effet important qui est généralisé. C'est sûr qu'on
On va tous se gargariser en expliquant qu'on se réindustrialise parce que nous sommes intelligents, peut-être, mais pas uniquement. Parce qu'il y a une espèce de tectonique des plaques qui s'opère et un transfert de ce business-là qui est en cours d'opérationnalisation. D'après la Banque mondiale, 85 millions d'emplois sont en train de quitter la Chine pour aller ailleurs. Évidemment, dans le pourtour juste à côté, mais aussi ailleurs. Alors évidemment, quand je l'ai présenté en avril 2014 en disant ma stratégie est basée sur l'industrialisation du Maroc en changeant de modèle, c'est-à-dire en mettant en place des écosystèmes et non plus avec une espèce de verticalisation de ces métiers-là. Il y a dans chacun des métiers la capacité d'aller trouver les maillons manquants. Prenons par exemple le textile et la confection. Nous avons été tous dépouillés à peu près à 100% par la Chine de tout ce qui était amont textile. Eh bien aujourd'hui, je revois au Maroc se relocaliser l'amont du textile. Mieux encore, il se relocalise avec du capital chinois, entre autres. Alors évidemment, on vous dit, mais attention, vous savez, les Chinois, ils sont très compliqués. Quand ils viennent chez vous, ils viennent avec des Chinois. C'est fini, réveillons-nous. Je suis en train de vous expliquer que nous sommes autour de 700 $ du salaire minimum chinois. Il est à 300 $ au Maroc, et dans le pourtour méditerranéen, quand il sera à 1500 $ en Chine, eh bien nous serons compétitifs, à peu près tous. On retrouve de la relocalisation de Chine vers les États-Unis aujourd'hui. Aujourd'hui, vous avez de la relocalisation de Chine vers les États-Unis et vers l'Europe. Parce qu'il faut intégrer ce co-développement aujourd'hui, évidemment, mais en prenant en compte ces 85 millions d'emplois, cette redistribution des cartes qui est en cours. Alors, lorsque on essaye de fermer ces frontières, on essaye de le faire, je prends mes amis en France, qui souhaitaient à un moment donné faire en sorte que la délocalisation n'existe pas, eh bien j'ai retrouvé les mêmes réflexes au Maroc. Je les ai combattus en France, je continue à les combattre au Maroc. Au Maroc, ils existent vis-à-vis des autres pays africains. On se dit, ben écoutez, on est en train de se développer, continuons, c'est génial, regardez comment ça marche. Eh bien, ça ne marche pas comme ça. Et ça ne marchera pas comme ça. Ça ne peut fonctionner que si on investit. Merci d'avoir rappelé que le Maroc, en effet, est investisseur. Il est aujourd'hui premier investisseur en Afrique. Vous avez oublié les assurances, ça m'a fait mal au cœur, mais donc, parce que je suis assureur en effet. Nous sommes dans 27 pays en tant qu'assureur en Afrique, 27 pays en Afrique, et nous sommes premier assureur africain. Nous, quand on dit Afrique, on exclut toujours l'Afrique du Sud, vous le savez bien. Hein, on a des ciseaux qui coupent, donc on dit l'Afrique du Sud a fait un développement particulier. Eh bien, le Maroc s'est tourné vers l'Afrique pour pouvoir créer, d'abord avoir un champ de développement. Je vais vous donner un mot sur ma propre expérience en tant qu'opérateur. J'avais essayé d'aller vers le nord. Vous savez, il y a une espèce de complexe. Quand on est du sud, on a toujours envie d'aller vers le nord. Chacun a son sud, n'est-ce pas? Eh bien, moi, j'avais mon sud, je me suis tourné vers le nord, et j'ai essayé d'investir vers le nord dans le monde de l'assurance. C'était tellement compliqué, ça va être trop long, je vous fais grâce de l'histoire, que je suis revenu chez moi en me disant, bon, ben, il faudrait que je trouve d'autres solutions. Maintenant, on explique que j'ai été brillant, que j'avais trouvé des histoires. Bon, vous savez, on arrive à enjoliver par la suite, mais la réalité du terrain, c'est que je n'ai pas eu le choix pour mon développement que de me tourner vers le sud. Eh bien, on a fait le leader panafricain d'assurance, avec des opérations autres que l'assurance, et on est capable aujourd'hui, avec un développement sud-sud, parce qu'il n'y a pas que le développement nord-sud. Le roi du Maroc, lors d'une visite en Côte d'Ivoire, avait suggéré que l'Afrique fasse aussi confiance à l'Afrique. Et c'est dans l'intérêt mondial, y compris de l'Europe, que l'Afrique puisse s'entraider pour émerger, parce que nous avons un continent énorme qui est en train d'atteindre la taille de la Chine en nombre d'habitants, et que si la misère continue telle qu'elle est aujourd'hui, je ne sais pas comment le pourtour méditerranéen va évoluer dans les prochaines années. Donc nous avons, au-delà d'un intérêt financier, économique, mercantile, pour notre sécurité, pour notre développement, nous avons besoin de ce que vous faites, Jean-Louis, autour de ce pourtour méditerranéen
Et chacun, dans ce pourtour méditerranéen, doit regarder vers son sud. C'est ce que j'essaie d'expliquer au Maroc. Et c'est pour ça que je suis ravi de voir les banques marocaines, les opérateurs dans le ciment et dans bien d'autres secteurs, vraiment s'investir dans leur continent. C'est le seul moyen d'avoir une véritable coémergence. Si nous voulons vivre dans une quiétude relative dans le futur, nous avons besoin de donner des moyens de vivre décemment à l'ensemble des habitants de la planète. Pour ce faire, évidemment, personne ne va pouvoir prendre la misère du monde sur son dos. C'est d'abord, charité bien ordonnée commence par soi-même. Si on prend un des pays européens, son intérêt personnel, c'est de développer son économie, de développer la situation de ses habitants. Pour ce faire, eh bien, il est obligé, aujourd'hui, il est obligé, ce n'est pas un choix, de produire aussi, je ne dis pas de produire totalement, mais de produire aussi moins cher, parce que ses concurrents produisent moins cher. Et seule une intégration lui permet de fonctionner. Donc dans cette démarche, s'il peut aussi faire émerger un autre pays, c'est intéressant. Et je conclurai en disant, je reviendrai 2 secondes avec ma casquette d'opérateur économique, nous sommes aussi dans les centres d'appel, qui ont créé beaucoup de polémiques. Eh bien, ces centres d'appel, la majorité, on était incapables de les faire en France. Pour une raison très simple, c'est une raison de coût. Parce que le service était trop cher, et donc on a trouvé une solution très simple, c'est de ne pas le faire. Eh bien, aujourd'hui, nous avons exactement la même chose entre le Maroc, la Côte d'Ivoire et le Sénégal. J'ai des filiales importantes en Côte d'Ivoire et au Sénégal pour créer des centres d'appel. Et ainsi va la vie. Je pense que nous avons intérêt, tous, à se serrer les coudes pour faire en sorte que notre propre économie, que nos populations aient de meilleures situations, mais n'oublions pas le pourtour autour de nous, pas que de la Méditerranée, mais aussi pour le Maroc, l'Afrique. Et c'est important d'avoir un co-développement parce que c'est le seul moyen d'avoir un futur favorable. Merci. Merci, Monsieur le Ministre. Tout à l'heure, si on a le temps, vous reviendrez, si vous voulez bien, un peu sur les réussites marocaines, parce que vous êtes quand même assez modeste, curieusement, parce que quand même, l'automobile, il y a 4-5 ans, il n'y avait rien, quasiment. Et c'est devenu le premier poste d'exportation devant les phosphates, qui était le poste traditionnel. L'aéronautique, la première co-entreprise a été créée en l'an 2000 avec Safran et Royal Air Maroc. Et 15-16 ans après, je crois qu'il y a 15 000 emplois, une centaine de sociétés. Vous avez attrapé Boeing qui vient s'installer. C'est formidable. Il faut le dire, je crois. On va passer la parole à M. Mounir Abdelnour, le ministre égyptien, ancien ministre égyptien du Commerce et de l'Industrie. Et alors, c'est intéressant que vous soyez là aussi, bien sûr, parce que c'est vrai qu'on a une connaissance assez proche du Maghreb et moins du Mashrek, bien que précisément avec l'Égypte, nous avons une longue histoire, on en parlait avec Jean-Louis il n'y a pas très longtemps, qui remonte à la pierre de Rosette, à l'expédition de Bonaparte, mais aussi, surtout, peut-être à la fin du XIXe siècle, le mouvement réformiste Nada, qui était inspiré par notamment les Saint-Simoniens, et des gens comme Ferdinand de Lesseps, et des Français qui sont battus pendant 30 ou 40 ans contre les Anglais pour faire le canal, que vous venez de doubler d'ailleurs. Parlez-nous, s'il vous plaît, de la stratégie 2030, des conditions préalables à l'accélération industrielle en Égypte, Monsieur le Ministre. Merci. Merci pour cette introduction. Permettez-moi d'abord de remercier Jean-Louis qui me donne le plaisir d'être avec vous ce matin. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je pense que je dois faire un petit commentaire sur ce que le ministre El Alami a dit. Et je suis parfaitement d'accord avec lui qu'il faut se serrer les coudes. Et il faut se serrer les coudes pour aller ensemble vers le sud, parce que notre sud est le même. Et si la croissance, ou si l'Occident, la France et l'Europe en général, a perdu le souvenir d'une croissance économique, elle le retrouvera en allant au sud. En fait, les économistes et ceux qui ont dessiné les politiques monétaires après 2008 pour relancer la croissance
je pense qu'ils ont tous échoué. On a parlé de quantitative easing, on a parlé de réduire les taux d'intérêt, voire même d'avoir des taux d'intérêt négatifs. Ça n'a rien apporté du tout. Ce qui fera retourner la croissance dans les économies européennes et dans les économies des pays du nord de l'Afrique, c'est de créer une nouvelle demande, c'est de trouver de nouveaux marchés. Et cette nouvelle demande et ces nouveaux marchés sont au sud. Et notre sud est un sud commun pour nous au nord de l'Afrique et pour l'Europe. Le second point, quand le ministre Al-Alami parle de la Chine, oui, la Chine a menacé toutes nos économies à travers une délocalisation, mais je dirais que la Chine continue à menacer nos économies parce que si nos espoirs sont au sud, si nos espoirs sont en Afrique, eh bien la Chine est omniprésente sur le continent africain. Omniprésente non seulement par son commerce, mais omniprésente par ses investissements dans les pays africains, que ce soit en Afrique de l'Est ou en Afrique du Sud ou en Afrique occidentale. Alors, pour entrer dans le vif du sujet, pour parler de l'Égypte, je pense que l'accélération de l'industrialisation en Égypte est au cœur de sa politique. L'Égypte a pour objectif de bâtir une économie fondée sur la connaissance et le savoir-faire, fondée sur une base industrielle qui voudrait justement se spécialiser dans la production de produits à haut contenu technologique, à haute valeur ajoutée, et je ne dirais pas quitter, mais réduire l'importance des produits traditionnels qui sont basés sur les ressources naturelles et qui sont par définition à faible valeur ajoutée. Notre objectif est ambitieux. Nous voulons une croissance, nous voulons réussir une croissance industrielle de 9% annuellement. Nous voulons d'ici 2020, créer 2 millions d'emplois. Et nous voulons aussi, d'ici 2020, que la part du secteur industriel dans le PIB augmente de 18 à 25%. Le PIB égyptien est à peu près de 300 milliards de dollars. L'agriculture représente à peu près 15%. Le tertiaire représente 40%. Le pétrole et les mines représentent 22% et l'industrie représente aujourd'hui 18% du PIB. Nous voulons arriver à 25% d'ici 2020. Et c'est pour ça que l'Égypte, pour réussir, pour atteindre son objectif, d'abord essaye de créer un environnement pour attirer les investissements locaux, les investissements étrangers. Nous avons une loi qui régit ces investissements. Cette loi est continuellement revue. Elle a été amendée depuis 1974, donc la première année où cette loi a été émise, jusqu'à aujourd'hui peut-être 10 fois. Et à tous les coups, c'était pour donner plus de sécurité, plus d'avantages aux investisseurs, étrangers soient-ils ou locaux. Nous investissons surtout dernièrement à tour de bras pour relever le niveau des infrastructures. On parle des infrastructures physiques, c'est-à-dire routes, ponts, ports, aéroports, etc. D'ailleurs, l'Égypte est actuellement un énorme chantier, mais aussi les infrastructures des énergies. L'Égypte, de 2014 à 2017, aura doublé, je dis bien doublé, sa capacité de générer des énergies électriques. On passe de 30 gigawatts à 60 gigawatts en 3 ans. C'est un effort énorme. Mais aussi, en plus des infrastructures physiques, il y a les infrastructures de services et les infrastructures numériques.
tout ça est absolument important pour d'abord qu'elle soit efficace, qu'elle soit disponible et qu'elle soit abordable aux investisseurs. La formation professionnelle est une priorité pour relever, pour augmenter la productivité de la main-d'œuvre égyptienne. Les PME et le soutien qu'on apporte aux PME et surtout l'accès qu'on donne aux PME, l'accès aux crédits subventionnés et le support qu'on donne, le soutien qu'on donne à ces PME pour pouvoir les intégrer dans la chaîne des valeurs. Et enfin, une chose extrêmement importante, une infrastructure de normalisation et d'harmonisation et d'accréditation des normes et des standards de la production ou des produits égyptiens afin, d'une part, de relever leur niveau, mais surtout de donner, d'ouvrir à ces produits l'accès au marché étranger à travers l'exportation. Tout ça, ce sont les conditions ou des conditions préalables à l'industrialisation. Mais en plus, je pense que l'Égypte a mené une politique continue, comme je l'ai déjà mentionné, pour attirer les investissements étrangers. Et le but n'est pas seulement d'attirer ces investissements comme source de financement, mais surtout comme source de nouvelles technologies, comme moyen de transfert de technologies. Parce que c'est avec ces nouvelles technologies qu'on pourra réussir la restructuration de l'industrie. Donc, la loi des investissements, mais aussi la création de zones économiques spéciales, et j'y reviendrai, où les investisseurs jouissent d'avantages fiscaux et autres. La seconde chose, aussi, nous essayons de prendre avantage de la situation géographique où se trouve l'Égypte, à la croisée de chemins de trois continents avec le canal de Suez, le dédoublement du canal de Suez, mais surtout, et c'est bien plus important que l'élargissement et le dédoublement du canal, c'est de la création d'une zone économique spéciale autour du canal de Suez pour devenir d'abord un centre industriel, mais aussi un centre logistique pour redistribuer le commerce international. Troisièmement, c'est le développement des richesses gazières et pétrolières. Vous savez que l'Égypte a fait des découvertes extrêmement importantes depuis, ça fait 2 ans, et ça continue, surtout en ressources gazières. Et pour développer ces ressources, à part les investissements étrangers, l'Égypte voudrait devenir un centre de liquéfier le gaz et le distribuer autour du bassin de la Méditerranée. L'Est méditerranéen s'est avéré extrêmement riche en gaz. Je parle d'Israël, du Liban, de Chypre, de la Grèce dans une certaine mesure. L'Égypte voudrait devenir le centre de cette richesse gazière pour liquéfier le gaz et le redistribuer dans le monde et surtout au nord de la Méditerranée. Finalement, c'est une politique commerciale d'ouverture sur le monde, ce qu'on appelle en anglais an outward oriented policy. Et le but de cette politique commerciale, c'est d'abord d'assurer l'intégration de l'économie nationale dans l'économie mondiale, mais aussi de faire bénéficier les producteurs locaux, nationaux ou étrangers, des économies d'échelle. Ensuite, nous voulons que la production locale fait face à la concurrence.
c'est la concurrence qui fera bouger la production locale, c'est la concurrence qui relèvera le niveau et la qualité des produits locaux. Et c'est dans cet esprit que l'Égypte a conclu un nombre d'accords de libre-échange avec plusieurs zones géographiques dans le monde. L'Union européenne en premier à travers l'accord de partenariat. Mais aussi, et avant l'Union européenne, le monde arabe à travers des accords dans le cadre de la Ligue des pays arabes d'une part, et puis un accord très spécial avec le Maroc, la Jordanie, le Liban est venu s'ajouter à cet accord, des accords de libre-échange. Un accord de libre-échange avec la Turquie, un accord de libre-échange avec 17 pays de l'Afrique orientale et australe sous le nom de COMESA, un accord de libre-échange qui est en cours de négociation avec la zone de libre-échange euro-asiatique qui comprend la Russie, la Biélorussie, le Kazakhstan. Tous ces accords donnent accès aux producteurs en Égypte, encore une fois égyptiens ou étrangers, donnent accès à pas moins de 2 milliards de consommateurs pour vendre ces produits sans être assujettis à un tarif douanier ou à des quotas. Et dans le cadre encore de ces accords de libre-échange, l'Égypte a été la pionnière, le pays pionnier pour conclure un accord d'intégration des 3 zones de libre-échange en Afrique, c'est-à-dire la COMESA, le EAC, qui est East African Community, qui est le marché commun des pays de l'Est de l'Afrique, et le troisième groupe de pays qui est le groupe de l'Afrique australe, le SADC, South African Development Community. Tout ça pour former une énorme zone de libre-échange qui va de la Méditerranée jusqu'au Cap de Bonne-Espérance. 26 pays, 17 millions de kilomètres carrés, 625 millions de consommateurs et un PIB global d'1,5 milliard de dollars. Des pays extrêmement riches, des pays riches en ressources, des pays qui ont besoin de tout et qui peuvent représenter pour nous, notre Sud, et quand je dis nous c'est aussi bien les pays du nord de l'Afrique que l'Europe, notre Sud, pour être un relais de croissance pour nos économies. Je pense que l'Égypte pourrait être un centre industriel, un centre de production, un centre de colocalisation, un centre de coproduction pour les pays européens et les pays du nord de l'Afrique, pour pouvoir avoir accès à cette énorme zone de libre-échange. Pourquoi l'Égypte? Parce que les coûts de production sont bien inférieurs à ceux aux coûts de production européens, parce que l'Égypte, avec ses accords de libre-échange, peut donner accès aux producteurs à ces marchés sans être assujetti à des quotas ou à des tarifs douaniers. Je m'arrête là et je serai prêt à répondre, à clarifier si besoin est tout ce que j'ai dit. Merci. Merci, Monsieur le Ministre. Vous êtes tous des orateurs formidables parce que vous respectez le temps de parole. C'est très rare. Donc ça nous donnera le temps d'écouter les questions de la salle et à vous d'y répondre, bien sûr. Alors, notre dernier intervenant, c'est Monsieur Mohamed Rouis, directeur général de Léonie Tunisie, des milliers d'emplois. Il va témoigner de son expérience avec la manière allemande de faire de la coproduction. Et puis aussi, je crois, vous voulez dire quelques mots sur la situation actuelle en Tunisie. Voilà, merci. Merci, chères mesdames, chers messieurs.
Je suis très content d'être parmi vous. Ma dernière intervention, c'était en 2012 à EPMED. Donc c'est un honneur et pour moi d'être parmi vous. Je souhaite faire mon intervention sur 2 axes. Le premier, c'est la situation actuelle du pays tunisien. Et la deuxième intervention sur la société avec qui je travaille, c'est Léonie. Donc la Tunisie, c'est sûr, vous êtes bien informés sur ce qui se passe. J'entends beaucoup parler du Maroc et d'avancement du Maroc. Ça me rappelle un petit chat que j'ai eu avec l'ancien président. C'était en 2009-2010, quand il me donnait un certificat de qualité. Il me disait comment ça avance avec le Maroc. Nous sommes épaule à épaule avec le Maroc. Maintenant, regardez, le Maroc, il est des années devant nous. Il s'est emparé du marché industriel et a laissé la Tunisie en arrière. Ça fait mal au cœur. Pas par manque d'amour au Maroc, pas du tout, mais du fait que nous, les Tunisiens, nous sommes aussi compétents que le reste des pays du Nord-Afrique, Maroc, Algérie, Égypte et tout. Et nous étions les élites. La Tunisie était classée comme le premier pays avant la Révolution en termes de développement économique. Regardez maintenant, l'investissement avant 2011 était de 1,6 billion d'euros. Maintenant, on parle de 0,9. C'est presque la moitié. C'est dû à quoi? Plusieurs phénomènes. En premier lieu, la sûreté. Vu que nous avons une frontière avec la Libye. Et vous savez, la situation en Libye, elle est inquiétante. Espérons qu'elle s'améliore. Espérons que la Libye se stabilise. Et comme ça, nous allons regagner notre position de sûreté. Le tourisme, qui est un axe fondamental pour le pays, il est en chaos. Vous pouvez voir les hôtels en Tunisie presque vides. On a eu une saison moyenne l'été dernier, merci aux frères algériens et aux quelques Russes qui sont venus. Mais sinon, les hôtels sont désertés. Et les investisseurs ont peur d'aller beaucoup plus en Tunisie, du fait qu'ils craignent, ils craignent la Tunisie du point de vue sûreté. Malgré que les Tunisiens ont démontré leur compétence du point de vue, vraiment compétence. Je prends Léonie à titre d'exemple. Léonie, un investisseur allemand qui s'est installé en Tunisie depuis 1977, pour 20 ans avec pas plus que 500 ouvriers, la main-d'œuvre non qualifiée. Et puis, depuis 1996-1997, Léonie a décidé de faire une extension et de faire un développement en termes de ressources humaines exponentielles, jusqu'à ce que nous sommes maintenant après 13 000 emplois en Tunisie. L'employeur privé numéro 1 en Tunisie. Ce qui est important, c'est de dire qu'on n'a pas seulement la main-d'œuvre non qualifiée. Les Allemands ont réalisé que, comme dit notre collègue, le ministre, c'est par choix qu'ils sont orientés vers la Tunisie, c'est pour que le meilleur gagne. Pourquoi? Parce que la main-d'œuvre qualifiée au Maroc est devenue chère, donc il ne peut plus continuer à produire, et même le travail de R&D et de D&D et de IT ne peut plus continuer en Allemagne ou en Europe parce que c'est cher. Donc, quel choix ils ont d'aller vers des pays où il y a la main-d'œuvre qui est qualifiée, telle que la Tunisie. Donc, on a, par exemple, je cite, un centre d'informatique qui est parmi 3 centres que Léonie a dans le monde entier. Léonie a un centre en Chine, en Amérique et un en Tunisie. On a 80 ingénieurs informaticiens qui donnent le soutien pour toute l'Europe. On a aussi un autre centre qui est basé en Tunisie, mais qui reçoit les tâches de l'Allemagne, de D&D ou R&D, avec 70 ingénieurs. Donc, la compétence existe, la main qualifiée existe. On a, comme vous le savez, plus que 15% de chômage, dont plus que 30% des diplômés universitaires. Donc,
ce qui est inquiétant, c'est que, voilà, comment on peut utiliser ces têtes-là, ces gens-là. C'est, avant tout, à mon avis, il faut y croire au pays et aux compétences. Et c'est ce que les Allemands ont réalisé. La main-d'œuvre en Tunisie coûte presque un tiers de celle qui est en Allemagne. Et le travail, peut-être, il est équivalent à ce que les Allemands peuvent faire en termes de qualité et de performance. Donc pourquoi ne pas payer un tiers pour un travail qui pourrait être fait en Tunisie? Malgré la révolution, les Allemands en particulier, je parle les Allemands en général, n'ont pas, je ne me souviens pas d'un investisseur allemand qui a quitté le pays suite à la situation de critique de sûreté en Tunisie. Ce sont les seuls qui n'ont pas vraiment retiré un seul investisseur. Léonie, par exemple, n'a pas aussi réduit les projets en Tunisie. Au contraire, ils sont en train maintenant de penser à investir beaucoup plus dans la main-d'œuvre qualifiée, ce qu'on appelle BCC, Best Cost Countries. C'est-à-dire, ils sont en train de penser de faire bouger beaucoup plus de travail de la main-d'œuvre qualifiée vers la Tunisie. Donc, je souhaitais toujours que nos amis français pensent aussi dans cette direction de faire bouger la main-d'œuvre qualifiée vers la Tunisie. La compétence existe, ils le savent très bien. On a aussi l'avantage de la langue, le français. Donc, le seul handicap, je pense, c'est que le thème de sûreté, qui, à mon avis, à un certain temps, il est sous contrôle maintenant. On touche le bois, merci Dieu. Donc, il y a un certain temps, il n'y a pas eu d'attaque. On maîtrise bien l'état actuel, met la main sur le contrôle du pays. Aussi, il y a un problème, c'est qu'en Tunisie, on n'arrive pas à avoir un gouvernement qui est stable. On change depuis la révolution, depuis 2011, d'un gouvernement à un autre. Il y a ce qu'on appelle la querelle entre les partis politiques. Tout le monde veut être le leader dans le pays, malheureusement, je le dis. Chaque parti souhaite guider le pays. Et au lieu de concentrer vers le bien du pays, l'économie et réduire le chômage, et malheureusement, on est en train de concentrer sur la querelle entre les partis politiques, et chacun veut guider le pays. Chose qui me fait mal au cœur, parce qu'une personne comme moi, je me considère une personne internationale, qui a étudié aux Amériques, qui a travaillé dans plusieurs autres pays, tels que l'Afrique du Sud, le Mexique et tout, je connais qu'est-ce que le Tunisien est capable de faire. Il peut faire la magie. Je le dis sans arrogance. Malheureusement, ce Tunisien, maintenant, il est en train de concentrer dans d'autres thèmes autres que le bien de son pays. On dit qu'on travaille une moyenne de 8 minutes par jour. C'est ce qu'on disait. Et c'est pas surprenant. Pourquoi? Regardez l'état du pays, l'état de propreté, l'état d'économie, l'état... je suis pas venu ici pour vous décrire une image noire de la Tunisie. Pas du tout. Je suis après tout un Tunisien. Mais ça me fait mal au cœur pour voir notre pays, dans quelle direction il avance. Et je trouve pas les mots. Ce qui est important, c'est que, peut-être une question qui se pose, est-ce que vraiment la démocratie, telle qu'elle est en Europe, c'est un modèle qui peut aller en Tunisie? Je ne dis pas qu'il nous faut un dictateur, pas du tout. Nous sommes vraiment très fiers d'avoir la liberté, même si ça nous a coûté l'économie et tout, nous sommes très fiers de l'avoir. Eh bien, on peut en aucun cas acheter la liberté. La liberté, elle est inchangeable. Mais il nous faut quelqu'un vraiment de fort pour nous orienter vers la bonne direction. On est travailleurs, on a des têtes, mais comment faire comme le Maroc? Le Maroc vient de signer un contrat avec Boeing de 1 billion. C'est récent. De 1 billion d'euros. Et notre économie en totalité, les investisseurs n'ont pas un chiffre d'affaires de 1 billion, on a 0,9. Et regardez les constructeurs français, Peugeot, Renault, ils sont installés au Maroc. Nous pleurons parce que nous n'avons même pas un constructeur automobile en Tunisie. PSA reconnaît que la Tunisie, il y a les compétences, il y a la main-d'œuvre, il y a tout. Ils ont peur d'investir dans un pays qui est instable.
instable du point de vue sûreté. Et c'est ça qui est inquiétant. Donc je suis venu ici pour partager avec vous ces soucis-là. Peut-être il faut commencer. Il faut commencer. Comment commencer? Il faut dire non, malgré tout, on va aller et passer nos vacances en Tunisie pour encourager le tourisme. Il ne faut pas se retirer du pays par peur de quelques fous qui sont des terroristes qui sautent de la Libye vers la Tunisie et qui sont en train de créer la peur pour tous les étrangers. Il faut vraiment combattre ce mur-là et dire non, on va confronter tout ça et on va aller vers la Tunisie. Une fois les investisseurs vraiment détruisent ce mur-là de peur, je pense que la Tunisie peut regagner sa place pour les pays de Nord-Afrique. Merci pour votre attention. Merci Monsieur Ruiz de ce témoignage. Vous avez oublié quand même de dire que la méthode allemande de coproduction consiste à mettre en concurrence les filiales. Je veux le dire parce que c'est peut-être une idée moins connue. Mais non, on n'a plus le temps. Ouais, on va passer aux questions de la salle, mais moi, j'ai d'abord une question à poser à M. El Alami, le ministre marocain de l'Industrie et du Commerce, et peut-être avec un complément de réponse de Michel Gonnet, c'est sur le taux d'intégration, car, Monsieur le ministre, l'automobile à Tangemed, c'est un succès formidable. Actuellement, le taux d'intégration, je crois, est autour de 35-40%. Et vous, Monsieur le ministre, vous êtes le promoteur des écosystèmes industriels. Et pour Tangemed, je crois que vous avez dit un jour, il faut arriver à 70-75% d'intégration. Mais alors dans ce cas-là, alors je me tourne vers le théoricien, on va dire, l'expert, où commence et où s'arrête la coproduction? Parce que le vilain mot caché que vous avez évoqué tout à l'heure, c'est la délocalisation. Personne ne veut de ça, prendre aux uns pour donner aux autres. Mais quand même, jusqu'où on peut coproduire? Et à partir de quand on est au-delà? Merci de répondre. Merci pour la question. En effet, le taux d'intégration est un élément fondamental dans une industrialisation. Si vous faites de l'industrialisation de montage, elle n'a aucun intérêt. Ça dépend pour qui. Moi, je parle pour le Maroc. Moi, j'ai un problème qui est très simple, qui est celui de la Tunisie, qui est celui de l'ensemble des pays africains, de l'Égypte. C'est que nous avons une jeunesse qu'il faut employer, qu'il faut occuper efficacement et utilement. Donc on a pris un engagement au Maroc sur cette période 2015-2020 de créer 500 000 emplois. C'est à peu près le tiers du besoin que nous avons sur la période. Eh bien, pour ce faire, si vous n'avez pas de taux d'intégration important, vous ne pouvez pas y arriver. Alors, moi je n'ai pas peur des mots. La délocalisation, moi je l'assume. Je me dis que le Maroc, s'il ne fait pas de délocalisation vers l'Afrique, le Maroc aura des problèmes. Même chose que la Tunisie, même chose que l'Algérie, pour tout le monde. Eh bien, chacun de nous à son sud, et vers son sud, il doit faire, j'ai pas peur des mots, parlons de délocalisation. Il doit faire de la délocalisation. Mais cette délocalisation, c'est l'origine du co-développement et de la colocalisation. Je vous donne un exemple. J'étais venu au MEDEF, c'est presque avant Jésus-Christ, quand j'étais président du patronat, et avec le président de Safran, qui avait pris la parole en disant « Je me suis implanté au Maroc ». C'était dans la pleine période de ONI, soit la délocalisation. Et dit « En m'installant au Maroc, j'ai créé de l'emploi en France ». Ah bon? Ben oui, j'étais en perte de compétitivité. Et avec cette perte de compétitivité, il fallait que je la retrouve. Je me suis implanté au Maroc ou ailleurs, peu importe, en Chine s'il le faut. Moi, en tant que chef d'entreprise, je n'ai aucun racisme quelconque. Je m'installe là où ça me coûte le moins cher. Et quand ça me coûte le moins cher, je me développe, et en me développant, je gagne des marchés. En gagnant ces marchés-là, je les découpe. Il y a une partie que j'implante en France, d'autres. Et c'est comme ça que le monde va aujourd'hui. Donc je reviens pour cette délocalisation qui est du co-développement, parce que dans le cas d'espèce, le co-développement était en faveur de la France, qui perdait ce marché, qui a fini par le gagner et à localiser en France de nouveaux emplois d'un certain niveau. Et pour ce faire, ils avaient délocalisé, entre autres au Maroc,
pour pouvoir gagner en compétitivité. Parce que le monde, on n'est pas en compétition avec soi-même. On ne se regarde pas dans un miroir. On se dit, voilà, c'est lui mon compétiteur. Votre compétiteur aujourd'hui, il est planétaire. Et ce qu'il faut, c'est que votre produit final soit le moins cher. Alors, je reviens au taux d'intégration. Lorsque vous avez un taux d'intégration de 30%, eh bien, oui, vous implantez une usine chez vous, mais la valeur ajoutée que vous créez est extrêmement faible. Vous créez de l'emploi. Cette valeur ajoutée est faible parce que vous devez importer des produits qui, eux, sont chers, les transporter, les intégrer et les réexporter. Plus vous produisez sur place, plus votre compétitivité est élevée. Alors, on a travaillé fortement sur le taux d'intégration, qui est devenu un élément de travail fondamental. Hein. C'est un indicateur que nous suivons dans tous les secteurs, aussi bien au niveau de l'automobile que de l'aéronautique. En effet, l'automobile était relativement faible en termes de taux d'intégration. Lorsque nous avons analysé les chaînes de production, nous avons découvert des choses qui auraient dû être faites, qui n'ont pas été faites, parce que chaque jour suffit sa peine, hein, il faut faire des étapes et les unes après les autres. Mais on a découvert qu'il y avait des maillons manquants et que certains de ces maillons donnaient des taux d'intégration très importants. Par exemple, le vitrage est à peu près à 2,5% du taux d'intégration d'un véhicule. Si vous faites l'ensemble des vitres d'une voiture, c'est en 2,5%. C'est important. Pour ce faire, il faut que vous soyez compétitif parce que l'énergie est énorme pour la fabrication du verre, etc. Mais ce n'est qu'en réfléchissant avec les opérateurs, les constructeurs et les fournisseurs que vous arrivez à dessiner exactement comment vous pouvez améliorer votre taux d'intégration. Oui, c'est une question difficile parce qu'elle touche aux politiques, voire même à l'idéologie. Donc j'ai deux éléments de réponse. D'abord, comme le ministre l'a indiqué très bien, on est dans une concurrence, une compétition internationale. Et donc, il y a de grands ensembles qui sont en train de se constituer. Et donc, il faut être compétitif. Et il est clair que dans la chaîne de fabrication, la création de la chaîne de valeur, il faut qu'on l'appréhende dans sa globalité. C'est d'ailleurs l'essence même de la coproduction, pour être aussi compétitif que les entreprises américaines en Amérique, les entreprises asiatiques sur le continent asiatique. Et donc ce qui compte, c'est ce facteur de compétitivité, parce que sinon, et on l'a vécu en France, hein, il y a de grandes entreprises françaises qui ont été créées il y a parfois même plus d'une centaine d'années, et qui du jour au lendemain ont disparu parce qu'elles n'étaient pas compétitives et parce qu'elles n'ont pas suffisamment justement investi à l'étranger pour amortir leurs frais de fabrication et arriver à avoir un coût qui soit un coût le plus compétitif possible. Donc, je veux dire, à votre question, la première réponse, c'est que si on ne fait pas cet exercice qu'a décrit le ministre, eh bien, les entreprises peuvent mourir, et si les entreprises meurent, c'est la destruction d'un potentiel technologique, mais c'est également la destruction de beaucoup d'emplois en France. Ça, c'est un premier élément de réponse qui me paraît important. Le deuxième élément de réponse, c'est que lorsque il y a une intégration de plus en plus forte dans un pays, par exemple, comme le Maroc, il y a comme, alors, il ne faut pas avoir un discours langue de bois, il est clair qu'il y a certains emplois en France, certains types d'emplois en France qui disparaissent. Donc c'est vrai qu'il y a nécessité pour le pouvoir politique, pour l'entreprise, de reconvertir des emplois, de redéployer les effectifs, de former leurs salariés à de nouveaux métiers. Mais il y a également de nouveaux emplois qui se créent justement parce que par le Maroc, Renault par exemple va pouvoir exporter, va pouvoir vendre au Maroc naturellement, mais va pouvoir exporter sur l'ensemble de la zone et notamment en Afrique. Et donc c'est également créateur d'emplois, mais peut-être d'autres emplois en France. C'est peut-être le discours de vérité qu'il faut porter. Merci. Je vais passer la parole à Jean-Louis, mais avant, juste un mot. Je voudrais dire combien l'exemple de Safran est pertinent, parce que c'est la première co-entreprise dans l'aéronautique qui a été créée en l'an 2000 avec la Royal Air Maroc, et qui leur a permis, je me rappelle une conférence de M. Courteau en 2007, qui racontait la success story, qui a permis effectivement de créer de l'emploi aussi en France. Jean. Oui, merci infiniment sur deux points. Moulafi Lalami a dit, oui, la Chine change, les niveaux de revenus augmentent en Chine, il va y avoir 85 millions d'emplois
qui vont se relocaliser dans le monde, mais surtout en Afrique. Je voudrais insister sur le point suivant. C'est que les meilleurs économistes de France, mais de l'OCDE, disent que ces investissements chinois ne vont pas venir dans les vieux pays de l'OCDE. Trop fatigués, trop chers, trop de réglementation. Et je vais parler avec mes mains, si quelqu'un peut me tenir le micro. Il va y avoir, vous me le mettez là, c'est la juxtaposition entre un pays développé, mature, vieillissant, un peu fatigué, avec des pays émergents juste à côté. Où vont aller les investissements chinois? Pas en Amérique, au Mexique et en Colombie. Pourquoi y a-t-il eu la paix avec les FARC? Parce que la Colombie est la troisième puissance économique de l'Amérique du Sud. Les Américains ont déjà créé 2 millions d'emplois au Mexique, dont les délocalisations viennent par l'Amérique, mais à côté. Ce qui se passe aussi entre l'Allemagne et les pays de l'Est. Ça se passe aussi entre la Chine, la Malaisie, Singapour, etc. Et donc, je dis, et gardez cette image, chers amis, nous avons la chance, nous les Européens, vieillissants, fatigués, un peu saturés, mais d'avoir le Sud qui bouge du Maroc jusqu'à l'Égypte, et demain l'Algérie qui va devenir une grande puissance. Mais après, c'est tout le continent africain. Si nous savons jouer cette complémentarité, 500 millions d'Européens, 500 millions d'Arabo-musulmans et 2 milliards d'Africains au total, mais c'est énorme, c'est 100 ans de croissance. Mais il faut un New Deal, il faut un nouveau comportement. Et j'en viens à la deuxième remarque, les IDE et le commerce. Quelle est la grande rupture à l'heure actuelle? C'est que quand on n'a pas confiance avec quelqu'un, on fait du commerce. Comme les Anglais. Ils sortent et ils font du commerce. J'achète, je vends. C'est du court terme. On ne construit pas là-dessus. On construit sa puissance, mais on ne construit pas avec le reste. On achète, on vend et on change. La deuxième phase, c'est les IDE, les investissements directs qui y vont, parfois un peu prédateurs. Et la troisième phase, c'est la coproduction. Regardez ce qui se passe avec l'Amérique. On leur vend 2 milliards de TGV. Mais les Américains ne sont pas fous. Ils disent, vous n'allez pas nous vendre des TGV que vous produisez en France. On n'est pas des canards que vous allez gaver. Vous allez produire les TGV en Amérique. Et donc, ce qui se passe en Amérique, ça va se passer en Tunisie, en Algérie, au Maroc et dans toute l'Afrique. Ils vont dire, mais on ne va pas produire en Europe et en France avec des immigrés pour ne vendre des produits sans modification chez nous. Si vous voulez vendre des Peugeot en Algérie, il faudra les produire en Algérie. Et donc la coproduction est inscrite. Le client devient un partenaire. Et c'est là la grande transformation qui va s'opérer avec les pays du Sud. Dernier point, regardez, il y a la Tunisie, il y a le Maroc, il y a l'Égypte. Et vous me direz, mais où est l'Algérie? Oui, c'est un peu une faute politique. Je ne suis pas un bon ambassadeur. Il aurait dû y avoir à la tribune un Algérien. Mais pour compenser cette petite faute, cette erreur, le prochain débat, au mois de décembre, le 13 ou le 16, sera consacré exclusivement à l'Algérie et vous serez stupéfaits de voir les transformations qui vont s'opérer. Et l'Afrique subsaharienne, ça sera pour le mois de janvier. J'ajoute sur un plan économique, pour terminer la question, par rapport à ce qu'a dit le ministre et à Mohamed Ruiz, c'est que, bon, d'abord, il faut créer de l'emploi dans les pays du Sud parce qu'il y a un taux de chômage élevé. Je pense que c'est à la fois l'intérêt économique de ces pays, c'est l'intérêt de l'Europe sur un plan moral, mais également sur un plan économique. Puisque créer de l'emploi, c'est créer des revenus, et créer des revenus, c'est créer aussi un marché de consommateurs. Et donc, peut-être qu'il y a des emplois qui vont disparaître dans certaines entreprises, mais des emplois qui vont se créer en France, en Europe, parce qu'il y aura ce nouveau marché de consommateurs au Maroc, dans le sud de la Méditerranée, comme Jean-Louis l'a dit, sur l'ensemble du continent africain. Donc, je vois, la morale et l'intérêt sont liés. Merci Michel.
il y a un point qu'il faut souligner, c'est l'intérêt politique de l'Europe. Aujourd'hui, une des grandes menaces auxquelles l'Europe fait face, c'est justement ce flux de migrants qui arrivent incontrôlés, incontrôlables, parce qu'à cause du sous-développement de ces pays, il faut absolument relever leur niveau de vie, absolument leur donner de l'espoir dans l'avenir pour pouvoir rester chez eux. C'est l'intérêt politique de l'Europe. Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc, j'ai la difficile mission de conclure ce premier petit déjeuner de la Méditerranée de l'Afrique, qui est un partenariat IPMED BPI France, la Tribune. Et j'irai à l'issue de ce que j'ai entendu ce matin, de ce que j'ai pu percevoir, je regrette absolument pas ce partenariat, parce que franchement, la haute tenue des présentations que vous avez faites, les choses qu'on a entendues dans la salle me font penser, me laissent à penser qu'on a vraiment raison d'avoir lancé ces petits déjeuners et que dans le hub, qui est le lieu de la French Tech, c'est marqué là-bas, Yes We Can, c'était de l'innovation. C'était de l'innovation et je pense qu'on a innové ce matin et on va continuer d'innover. Moi, ce que j'ai retenu des débats et en très peu de phrases, la première chose, c'est que les enjeux sont incroyablement forts. Les enjeux, c'est des enjeux économiques, bien évidemment. C'est des enjeux de création de valeur. C'est des enjeux de sécurité aussi, de stabilité. Donc, des vrais enjeux. Donc, ce dont on débat là, c'est pas uniquement du mercantilisme. C'est pas uniquement savoir quels sont les flux. Et je crois que ça, c'est très important. La deuxième chose que j'ai notée également, et je crois que tout le monde en est d'accord, on vit une période économique de déglobalisation. Ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter les échanges, ça ne veut pas dire qu'il faut... On est en train de trouver de nouveaux équilibres, des nouvelles façons de faire ces échanges, par zone géographique notamment. Et c'est là où tout ce qui est co-développement est très important, parce qu'on sent l'arrivée de grands blocs. On a parlé du Mexique, de la Colombie et des États-Unis. Donc il y a d'autres blocs à créer dans le monde. Et c'est ce dont on a parlé ce matin. Il y a des mots qui sont des mots difficiles, la délocalisation, il y a l'export aussi, on a parlé d'export. Donc tout ça, ça devient l'internationalisation. Et je reprends des choses qui ont été dites, deux choses qui me semblent importantes. Nous, on fait tous les 6 mois une enquête auprès des PME françaises pour savoir ce qu'elles envisagent de faire, si elles vont investir en boucher, etc. On a beaucoup de réponses parce qu'on est BPI France et qu'on est souvent reconnu. Et donc, on a la chance de pouvoir faire des statistiques. Et l'une des statistiques qu'on voit très couramment, c'est que les PME ou les ETI qui s'internationalisent, qui créent des activités à l'étranger, créent aussi des emplois en France. Et très souvent, ce sont les seuls. Parce que celles qui ne s'internationalisent pas, très souvent, c'est statistique, tout ça, mais ne créent pas d'emplois en France. Donc ça, c'est une première chose, et je crois que c'est très important. Deuxième chose, il y a eu plusieurs fois un mot important et qui relève aussi de cet endroit, c'est l'industrialisation. L'industrie, c'est aussi l'innovation. Et c'est très important ça, parce que quand on industrialise, quand on crée ces chaînes de valeur, on crée aussi des chaînes de valeur évidemment sur le commerce, c'est l'export, évidemment sur l'industrie, c'est vrai, mais c'est aussi du partage sur la R&D et un peu une sorte d'élévation commune ensemble autour de ça. Alors bien évidemment, il y a des problèmes et c'est pas simple, il y a des problèmes politiques autour de ça, mais faisons des choses pratiques et simples. Et je pense que si on ne fait pas ça, de toute façon, le vrai problème, c'est qu'on ne va pas s'en sortir. Donc, il faut le faire. Voilà. Merci à tous et puis rendez-vous à notre prochain petit déjeuner.